Les avocats n'ont pas remarqué de détérioration brutale de son état de santé au cours des dernières visites. Nous savons tous qu'il présente des symptômes de polyneuropathie après 2 empoisonnements. Et ces symptômes ne s'amélioreront pas en isolement où il a déjà passé plus de 280 jours. Petit à petit, cela ne fait qu'empirer car la polyneuropathie affecte le système nerveux périphérique et par conséquent les nerfs, grosso modo, meurent dans les membres. Aline Lebel-Kramer, est-ce que justement le fait que cette femme prenne la parole, j'allais dire, handicap, empoisonne un petit peu la vie de Poutine, ou est-ce qu'au contraire, ça vient renforcer la démarche qui est de dire, regardez, en fait, je fais ce que je veux avec les gens, et il sert pour l'exemple, donc en fait, heureusement qu'il y a de la communication pour relayer ces actes. Probablement aussi, sur la deuxième option, parce qu'il faut... Je crois qu'on a du mal à s'imaginer à quel point les cerveaux de ce gang qui est à la tête de la Russie et qui gère le Kremlin sont pervers et ont besoin de toute façon de cette terreur. Donc finalement, d'en parler, ça va renforcer, ça peut renforcer, en tout cas, j'en ai pas la certitude, parce que heureusement, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais ça peut potentiellement aussi renverser ce jeu auquel il s'adonne, mais avec un délice. Il faut voir, parce que il y a des milliers de journalistes qui sont en prison en Russie. Ça, c'est une figure emblématique connue en Occident, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a énormément de journalistes. Il y a aussi des journalistes ukrainiens. Et la perversion de leur traitement, la façon dont tout ça est tressé comme un scénario qui rend dingue. De toute façon, le but de cette bande-là, c'est de nous rendre tous fous. Donc ça participe à la phobie globale et de rappeler, parce que vous parliez des gens qui s'étaient rendus aux obsèques de M. Navalny, où sont-ils? Mais il faut se rendre compte aussi que faire du journalisme en Russie, c'est terminé. Du vrai journaliste au sens d'investigation, c'est terminé. Sur le sol russe. On a une pensée aussi pour un confrère qui s'appelle Evan Gershkovitch, qui est aussi en prison. Son dernier papier publié, c'était sur l'effondrement économique de la Russie. Manifestement, il avait visé juste, vu qu'il a été tout de suite coffré. Finalement, cet article qui disait des choses extrêmement justes, c'est un des meilleurs papiers sur la situation économique et les effets des sanctions qui étaient jamais publiés. Mais tout ça a été... Bref, tout ça pour vous dire que c'est une dictature infâme et qui est en train de tuer aussi ses voisins. Et tant qu'on le laisse tuer ses voisins, à savoir l'Ukraine, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête dans n'importe quel champ qu'il a décidé d'investir. Mais c'est à peu près toute la vie des Russes et toute la vie des Ukrainiens. En continuant ce sujet, je voudrais dire que le 9 juillet, ici à Paris, Russie Liberté, dans l'espace Liberté, ça peut être retrouvé sur le page, organise l'action qui s'appelle « Écrire des lettres aux prisonniers politiques russes et ukrainiens qui sont en prison ». C'est processus déjà organisé, ça veut dire chacun, même le français et la française, peut venir écrire cette lettre. Ils vont être envoyés et on a déjà des retours. Le système fonctionne. Est-ce qu'ils vont les recevoir? Ils vont les recevoir? Oui, on peut les recevoir, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne en tout cas. Encore les lettres. un trou dans la raquette, sans doute. C'est très important parce que les gens se sentent solitaires. Imaginez quel entourage entre eux, qu'ils se sentent trahis. Il faut montrer notre solidarité avec eux. Association Russie Liberté que vous représentez d'ailleurs au passage. Le 9 juillet. Puisqu'on parle justement de l'opinion des Russes aussi sur ce sujet, il y a cette enquête réalisée par l'institut de sondage Levada Center. On y apprend notamment que plus de la moitié des Russes, 58% précisément, soutiennent l'idée d'entamer des négociations de paix avec l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs la première fois en 6 mois qu'on atteint un chiffre aussi important. Est-ce que c'est étonnant, Aurélien Duchesne ? Ce n'est pas étonnant dans les tendances longues, mais il faut recouper ça avec une autre information en face, qui est d'une part, des enquêtes Levada montrent régulièrement que vous avez à chaque fois une majorité assez forte de Russes qui seraient pour arrêter la guerre, mais quand vous rentrez dans le détail, une majorité de Russes qui s'y opposent, du moment où ça veut dire lâcher les territoires annexés, en cas conquis par la Russie. On veut bien, mais à ce moment-là, les Ukrainiens aussi signent tous pour arrêter la guerre demain, à condition qu'on leur rende leur territoire de la même manière. Si vous mettez en face ces enquêtes, alors le centre Levada, on le rappelle, dernier grand centre d'études indépendant qui n'est pas tenu par le pouvoir en place. Il y a aussi d'autres centres, comme le centre Chronicles, par exemple, ou encore Russian Field, qui sont relativement indépendants. Ce qu'ils montrent à chaque fois, c'est que vous avez certes beaucoup de Russes qui aimeraient que le carnage s'arrête, beaucoup de Russes qui ont un soutien un petit peu contraint dans l'idée
Comme le fait remarquer notamment la politologue Vera Drontseva, dont je recommande le livre qui s'appelle littéralement les Russes veulent-ils la guerre. Elle montre dans son livre que beaucoup de Russes soutiennent la guerre par résignation dans l'idée qu'il n'y avait pas d'autre choix finalement face au régime nazi ukrainien soutenu par l'OTAN ou que sais-je. Mais de l'autre côté, il y a une motivation forte à soutenir l'idée que maintenant on est en guerre, on a des territoires, on va les garder. Alors justement, il y a aussi cet autre chiffre, Nadja Koutepova, qui est intéressant. Les 2 tiers à peu près, oui. Les 2 tiers des Russes continuent de blâmer les États-Unis et l'OTAN pour ce qui se passe actuellement. Et là aussi, c'est un chiffre en haut. C'est-à-dire que de plus en plus de Russes considèrent que tout ce qui touche leur pays de plein fouet, notamment avec ces histoires de guerre avec l'Ukraine, c'est de la faute des Américains. Mais écoutez, c'est une chanson que j'écoute pendant toute ma vie, à partir de petite enfance. C'était sur l'écran de l'Union soviétique. Après, c'était l'époque Gorbatchev qu'on a vu la vérité et tout est changé, qu'on a commencé à communiquer. Imaginez que la plupart des Russes, ça me semble, 95% n'ont pas de passeport étranger. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais quitté la Russie pour la raison des pauvretés. Ça veut dire tout ce qu'il dit des États-Unis, il fait la confiance dans cette information et c'est pourquoi il accuse des Américains. Deuxième chose, la propagande fonctionne. Elle fonctionne bien. Ça veut dire que chaque fois, comme l'équipe de Poutine doit montrer que pour remplacer nos échecs par la force de notre adversaire, il dit que, écoutez, on résiste contre des États-Unis, c'est peut-être plus chic que contre l'Ukraine. Et troisième chose, vous savez que hélas, mais toujours la causalité, c'est une pointe trop faible parmi des Russes. Ça veut dire que peut-être en raison de propagande, raison de peur, je ne sais pas, ces choses psychologiques, il ne veut pas voir la vérité. Et c'est plus simple accuser quelqu'un au lieu de penser c'est quoi ma responsabilité dans cette situation. Pourquoi c'est notre président qui connaît tout et moi je connais rien dans la politique antérieure. Alors il ne faut pas faire attention que les Russes accusent des Américains, c'est juste pour avoir un adversaire qui est trop fort. Mais en général, c'est quand même étonnant que la propagande marche aussi bien parce qu'on le sait, on est en 2024. On a accès à Internet, même si les Russes sont encore une fois à l'Internet relativement bloqué, tout le monde passe par des VPN pour contourner ces barrages-là, donc on a accès à l'information en fait. Mais je vais inverser les choses. C'est dans le monde entier, pas seulement en Russie. En Europe, il y avait une délégation chinoise qui est venue hier en France. Et un participant à la délégation français, c'était un think tank, qui rencontrait les Chinois avaient exactement ce langage-là. Et quand on leur disait « Mais attendez, qu'est-ce que vous racontez là ?» Ils vous disaient « Non, mais tout ça, c'est la faute des Américains et de l'OTAN. » Tout ça, c'est... Vous savez, le fameux message qui est que l'OTAN se rapproche des frontières russes, et c'est ça qui a provoqué Poutine. Je dis, on n'est pas obligé d'être con et de faire la guerre. On peut négocier, on peut discuter, on peut... Non. Et c'est un argument qui marche très bien en Russie, mais partout ailleurs. Et donc, nous, on dit, c'est quand même étonnant que ça marche en Russie. Mais non, parce que les Russes, quand ils se retournent autour, ils voient 2 tiers de la planète qui vous répètent le même message. Ouais. Parce que la propagande a extrêmement bien fonctionné. J'ai envie de vous montrer aussi 2 profils types, justement, qui sont sortis de cette étude. Le profil, déjà, de ceux qui veulent négocier la paix avec l'Ukraine. Alors, ce sont généralement des gens qui ont moins de 24 ans. Ce sont des gens qui sont des résidents ruraux. Ce sont plus généralement des femmes, certains majoritairement en précarité alimentaire, et ces personnes, dans leur globalité, n'approuvent pas les activités de Vladimir Poutine en tant que président, et ils pensent que la Fédération de Russie est sur la mauvaise voie. De l'autre côté, on a le profil type de ceux qui soutiennent la guerre. Ce sont plutôt des hommes, figurez-vous, âgés de 55 ans et plus, plutôt dans la catégorie aisée des Russes, qui résident en majorité à Moscou, en tout cas dans des grandes villes, et 42% font confiance aux informations de la télévision d'État. Ça en dit long, là aussi, Aline Lebecq-Reimer. Oui, et c'est important, ça, à souligner. C'est la façon aussi dont les réponses sont issues de la façon dont les Russes s'informent et sont informés ou pas. Je recommande un livre, moi aussi. Le club des lecteurs aujourd'hui. Pour comprendre dans quoi est plongée la société russe en termes de propagande mensongère délirante. On n'a pas idée. Il y a un livre extrêmement très court, très bien fait, très percutant, qui s'appelle Z comme zombie, de Yegorgan, et qui est au vitriol, très concis, et qui décrit
absolument dans quoi tout un peuple est plongé, parce que dans ces chiffres-là, là, effectivement, ceux qui soutiennent le plus la guerre, on pourrait se dire, bah oui, c'est finalement les plus aidés et les plus moscovites, où on peut trouver, à mon avis, ce genre de chiffres à Saint-Pétersbourg, sachant que le reste de la Russie est assez ravagé. Mais il y avait aussi un chiffre assez significatif quand même dans cette étude, c'est la question du nucléaire là-dedans, sur l'emploi du nucléaire. C'est-à-dire qu'on a une population qui, pour plus d'un tiers, considérerait comme tout à fait justifié ou approprié. Voilà, il y a 10 et 24% qui expliquent que finalement utiliser l'arme nucléaire sur l'Ukraine, sur les villes ukrainiennes, sur les civils ukrainiens serait complètement envisageable. Je ne sais pas si on se rend compte de la violence de tout ça. Donc pour arriver à cette violence, il y a forcément des décennies de propagande. Et en fait, on arrive au cœur d'un processus qu'on a de cesse pour certains depuis des années et des années d'essayer de décrire et d'alerter sur le danger, le monstre qui est en train de grossir. On y est aussi. Et c'est ce que nous disent aussi ces chiffres-là. Justement, chiffres, alors que je vais vous donner, parce qu'on n'aura pas le temps de les commenter davantage, mais qui montrent bien aussi la dichotomie dans le peuple russe. 48% des Russes sont fiers du pays et 33% sont dominés par l'anxiété, la peur et l'horreur. Et enfin, dernier chiffre, un Russe sur 3 pense que l'utilisation d'armes nucléaires peut être justifié. Voilà, c'est fier du pays dans la guerre qu'il mène. Les femmes russes appropriées. Les femmes russes se considèrent faibles, tandis qu'elles sont fortes. Et vous savez, cette différence entre ces deux groupes de femmes, jusqu'à les femmes russes ne se sera pas sentir fortes, la situation va prolonger. Les hommes, on dit des hommes russes dans le chapka soviétique de Moscou, vont décider tout.